Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est le fondateur de Middle VR qui est avec nous, un VR pour Virtual Reality. Sébastien Kuntz, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes un spécialiste de la réalité virtuelle, vous, depuis près de 15 ans maintenant. Vous accompagnez les entreprises dans cette révolution. Est-ce que c'est vraiment d'ailleurs une révolution là? Vous n'allez pas me dire le contraire, mais prouvez-le-moi. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut vraiment s'immerger dans un monde qui n'existe pas. Et pour des ingénieurs, des architectes, c'est assez magique parce que ça permet d'éviter d'avoir à créer des maquettes physiques. Donc, par exemple, les architectes fabriquaient des petites maisons en bois et les ingénieurs qui fabriquaient des voitures soit en bois, soit en argile. Donc maintenant, grâce à la révolution du numérique, on va pouvoir leur mettre simplement un casque de réalité virtuelle et ils vont pouvoir voir leurs modèles avant qu'ils existent et pouvoir travailler avant que tout ça n'existe en vrai. Vous par définition, vous y croyez beaucoup. Hein, c'est votre cœur business. Vous exportez plus de 2/3 de votre chiffre d'affaires, voilà, qui est réalisé à l'étranger. L'an dernier, vous avez lancé cette salle de réunion virtuelle, effectivement, qui va plaire aux ingénieurs, aux architectes. Les grands comptes français sont séduits aussi. J'ai vu qu'il y avait EDF, SNCF, DCNS, Renault. À l'étranger, l'université de Stanford, et si on reste aux US, il y a même la NASA là qui va de rentrer dans vos. Voilà, on vient de signer la NASA, et justement cette salle de réunion virtuelle qui s'appelle Improve 3 permet à des ingénieurs ou à des architectes de se retrouver dans une salle de réunion complètement virtuelle. Donc plutôt que de devoir prendre le train ou l'avion pour aller se rencontrer et travailler sur une maquette de fusée ou d'architecture ou de véhicule, on met simplement son casque de réalité virtuelle, la maquette apparaît devant soi et on voit un avatar de l'autre personne juste à côté. Donc ça permet de travailler sans avoir besoin de se déplacer. Et c'est mieux que les solutions type Cisco là où on est en visioconférence, tout ça, où on a l'impression quand même que la personne est en face de nous. C'est encore une autre dimension là. C'est complémentaire parce que là on va pouvoir rajouter vraiment la maquette 3D puisqu'on va parler de cette maquette 3D, c'est ça qui va vraiment faire l'intérêt. Même la NASA a été séduite là. C'est une solution que vous vendez combien? C'est quoi? C'est un package en fonction de la demande? C'est un prix fixe pour tout le monde? Ça se passe comment? On est encore en train d'affiner le business model. Pour l'instant, c'est des licences annuelles. D'accord. Et on s'oriente vers des business models de type tout ce qui est téléconférence, type WebEx, etc. Ça va vraiment être le cœur de métier, une téléconférence, mais dans un monde virtuel avec le modèle 3D. Donc Europe, États-Unis, et comment vous l'exportez en Asie, ça, où on sait que sur toutes ces technos un peu avancées, normalement, ils sont aussi, voire meilleurs que nous, aussi bons, voire meilleurs. Sur la réalité virtuelle, c'est encore un marché assez émergent. Il faut savoir qu'en France, en Europe et en France particulièrement, on a utilisé la réalité virtuelle depuis une vingtaine d'années, donc on est vraiment à la pointe, avec l'Allemagne et l'Angleterre aussi. La France est un des seuls pays qui a une instance qui s'appelle l'Association française de réalité virtuelle, qui regroupe tous les acteurs et ils travaillent ensemble. Donc vraiment, la France, on est en pointe. Et comment vous l'attaquez, là, ce marché? Alors du coup, le marché asiatique, ça fait depuis qu'on existe, en fait, on vend en Chine, on vend au Japon, on vend en Corée, par des partenaires. Et là, du coup, on vient d'ouvrir un bureau à Shanghai qui va nous permettre, du coup, de mieux accompagner nos partenaires sur place, de mieux comprendre le marché, de pouvoir trouver des clients un peu plus directement aussi plutôt que de se reposer sur ses partenaires. Et va nous permettre aussi d'attaquer toute l'Asie, le Japon, la Chine, la Corée, Singapour. Au début, on l'a dit, c'était les ingénieurs, c'était pour l'éducation, pour la formation. Aujourd'hui, qui vient à la réalité virtuelle? Là, ça plaît à quel type de secteur, quel type de profession? Alors déjà, tout ce qui est ingénierie, architecture, formation, c'est des usages qu'il y avait déjà auparavant. Mais grâce à l'arrivée des nouveaux casques de réalité virtuelle type Oculus Rift, on passe de systèmes de réalité virtuelle qui coûtaient quelques millions d'euros à des casques qui coûtent 800 euros. Donc déjà, le marché existant des ingénieurs, des architectes sera un marché beaucoup plus grand et beaucoup plus facilement accessible. Ensuite, il y a tout ce qui est formation aussi. On a fait une belle application de formation pour GRT Gaz qui permet de ramener un poste de décompression de gaz dans une salle de classe, oui, pour faire de la formation beaucoup plus efficacement. En termes de marketing aussi, on a fait une formation pour un groupement industriel. Donc plutôt que d'amener une vraie machine-outil sur un salon qui est quand même quelque chose de très lourd à ramener, on le montre en réalité virtuelle et ça permet de montrer toutes les options de cette machine-outil. Et on arrive aussi sur des applications de type santé, type jeux vidéo. Et justement, en Chine aussi, il y a de plus en plus un marché du divertissement grand public qui se forme avec des centres de réalité virtuelle qui se développent un peu partout en Chine. C'était un segment, on en a peu parlé la semaine dernière, mais très présent aussi au CES, à côté de la voiture autonome, à côté de l'intelligence artificielle. On sent qu'il fallait que ça frémit, les casques effectivement arrivent, celui de Facebook que vous citiez, Oculus, Microsoft est très très bon aussi, Samsung a été assez pionnier. Ça représente quoi là en France
ce marché de la réalité virtuelle? Est-ce qu'on sait, là, si on prenait une photo instantanée? Donc en France, on ne sait pas exactement, même dans le monde, on n'a pas encore des chiffres très précis. C'est des estimations? Il y a des estimations mondiales quelques centaines de milliers de casques qui seraient vendus, et avec un marché entre 1 et 3 milliards de dollars mondial, et estimé en 2020 autour de 3 milliards, donc avec des croissances assez fortes. Et la France, au milieu de tout ça, elle est comment, là? Et la France, on est très en pointe en termes d'usage, donc il y a beaucoup d'entreprises en France qui connaissent la réalité virtuelle et qui s'en servent. On a des salons de réalité virtuelle spécifiques, comme Laval Virtuel, qui sont reconnus depuis une quinzaine d'années. On a beaucoup d'ingénieurs aussi qui sont formés là-dessus, donc qui connaissent déjà les usages et qui connaissent le retour sur investissement. Donc justement, en termes de retour sur investissement, il y a des chiffres assez ahurissants qui existent. Par exemple, Jaguar Land Rover qui a acheté un système à 4 millions d'euros et qui annonce l'avoir rentabilisé en moins de 5 semaines. Parce qu'ils ont identifié un problème de conception qui leur aurait coûté 10 millions, 20 millions, quelques années plus tard, parce qu'ils s'en seraient rendu compte beaucoup trop tard. Et qui faisait ce truc à 4 millions, là? C'est quel acteur? C'est les grands systèmes de réalité virtuelle qu'on appelle les caves. Donc c'est comme des salles de cinéma, mais spécifiques pour les ingénieurs. Donc il faut beaucoup de projecteurs, il faut des capteurs spécifiques, il faut des dalles en verre. Et c'est avec ça c'est les seuls systèmes qu'on pouvait utiliser pour faire de la réalité virtuelle avant, en fait. Et ça, c'est américain? C'est qui? Ça a été inventé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, mais maintenant tout le monde en fait. On sait en faire. Sébastien Kuntz, Middle VR pour Virtual Reality. Merci Sébastien, à très vite sur BFM Business dans Tech & Co. On est ouvert tous les soirs 20h, 22h. Bonne soirée. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Soirée qui ne fait que commencer à 20h30 dans un instant. On revient sur Donald Trump qui a reçu Jack Ma dans sa tour, le patron d'Alibaba, qui promet dans les 4-5 ans qui viennent de créer 1 million, ça paraît dingue, 1 million de jobs quand Amazon emploie aujourd'hui à peine 250 000 personnes à travers la planète. Et puis il a reçu aussi Bernard Arnault, parmi les 10-15 plus grosses fortunes au monde. Il est bien plus riche d'ailleurs que Donald Trump. Qu'a dit donc le patron d'LVMH à Donald Trump, futur président des États-Unis? On répond à cette question dans une minute, à tout de suite.